Notre invitée politique ce matin, Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va d'abord parler du coronavirus. Le nombre de cas a augmenté en France. Chaque pays prend des mesures plus ou moins draconiennes. Vous êtes députée européenne. Est-ce qu'à votre avis, il faut une réponse européenne à ce virus ? Il y a déjà une forme de coordination au niveau européen. Les autorités sanitaires se parlent et échangent. Le virus est, comme l'économie aujourd'hui, il est mondialisé et donc forcément il circule d'un État à un autre. Après, je fais relativement confiance aux autorités sanitaires européennes pour prendre à la fois à bras-le-corps le problème, sérieusement, sans panique, sans paranoïa non plus. Donc je suis plutôt confiante sur le sujet. Autre sujet qui vous concerne au Parlement européen, le chef de la diplomatie européenne s'est adressé hier aux migrants. Voilà ce qu'il a dit: je veux envoyer un message clair, n'allez pas à la frontière n'est pas ouverte. Vous pensez quoi de cette déclaration ? Elle est dans la droite lignée de ce qu'est en train de faire aujourd'hui l'Union européenne, qui est de militariser nos frontières. Et pour clarifier un peu ce dont on parle aujourd'hui d'une crise à la frontière entre la Grèce et la Turquie, où la Grèce et la Turquie se renvoient les migrants comme des marchandises. Sauf que ce sont des êtres humains. Et c'est allé au point où on a vu des images terribles où les gardes-côtes grecs ont tiré à côté des embarcations pour faire chavirer et pour faire paniquer des bateaux de migrants. Et on a les autorités européennes qui... Donc l'Union européenne fait de la dissuasion. Enfin là, l'Union européenne fait pire que ça. Elle s'en prend directement sans condamner aujourd'hui ce que font les autorités grecques. Elle est complice. Et on a vu les dirigeants européens, donc le président du Parlement européen, le président de la Commission européenne, débarquer comme des cow-boys en parlant d'une situation guerrière, en utilisant des mots guerriers. On n'est pas en guerre. On ne mène pas une guerre contre des migrants. C'est une situation qu'il faut gérer, mais on est aujourd'hui dans un contexte assez sérieux, y compris du point de vue des droits fondamentaux, puisque la Grèce a suspendu les demandes d'asile, ce qui est contraire au droit international et aux conventions de Genève. Et donc, il faut remettre un peu d'humanité, je pense, dans cette gestion de cette question. Alors, si effectivement, puisqu'on parle de cela, Erdogan décide, alors c'est sa menace préférée, si j'ose dire, de renvoyer les 4 millions de réfugiés qui sont sur son territoire vers l'Europe, qu'est-ce qu'on doit faire ? Là aussi, il faut savoir comment on en est arrivé là. Ça, c'est la conséquence de l'attitude irresponsable de l'Union européenne qui sous-traite la gestion des migrants à la Turquie. En gros, concrètement, ce que fait l'Union européenne, elle donne un peu d'argent à la Turquie. Elle leur dit: gérez les migrants, je veux pas les voir, mais du coup, je ferme les yeux sur tout ce que vous faites par ailleurs. Donc on a eu tort de confier la gestion des migrants à la Turquie. Bien sûr qu'on a eu tort, parce que c'était une manière de repousser le problème, mais en fait là on en paye directement le prix, là tout de suite maintenant, alors qu'on aurait dû avoir une approche coordonnée au niveau de l'Union européenne. A priori, c'est à ça que ça sert l'Union européenne. Il y a 27 États membres. On ne devrait pas laisser la Grèce gérer toute seule, parce qu'en effet c'est une situation compliquée, mais on ne parle pas non plus de dizaines et de dizaines de millions de personnes, et on parle de personnes qui en grande majorité fuient la guerre en Syrie, fuient des situations qui sont dramatiques. Donc que faire ? Si effectivement on a un afflux massif parmi les choses qu'il faut faire, c'est revoir ce qu'on appelle les accords de Dublin au niveau européen, qui imposent que quand un migrant arrive sur le sol européen et foule le sol européen, il demande, il peut faire sa demande, il doit faire sa demande d'asile uniquement dans le pays dans lequel il est arrivé. Ce qui fait qu'en général, ils sont bloqués dans les États dans lesquels ils arrivent, essentiellement en Grèce et en Italie notamment. Ça, il faut revoir complètement ces accords qui n'ont aucun sens et qui créent en fait des énormes zones et ces camps de migrants dans ces pays avec les conditions sanitaires qui sont dramatiques. Et il faut aussi une assistance humanitaire davantage importante au-delà des frontières, comme ça peut être fait à l'heure actuelle. On va passer maintenant à la réforme des retraites. Elle a été adoptée de facto à l'Assemblée nationale puisque le Premier ministre a dégainé le 49.3. Une fois passée l'indignation, votre indignation, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors d'abord, le circuit législatif n'est pas terminé. La loi doit aller au Sénat, puis revenir à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement ne peut plus utiliser le 49.3 pour ces étapes-là. Moi, ce que je retire aussi de cette séquence, c'est que le gouvernement a justifié l'utilisation du 49.3, Édouard Philippe, pour mettre fin à une période de non-débat. Et je trouve ça extrêmement grave, au-delà de l'utilisation du 49.3 qui témoigne d'une 5e République à l'agonie. Là où c'est extrêmement grave, c'est en vidant ainsi les mots de leur sens, en parlant du débat à l'Assemblée nationale comme une période de non-débat, alors même que la bataille notamment des députés de la France Insoumise a permis de lever des lièvres, de savoir que non, les retraites ne seront pas indexées.
sur l'inflation, mais bien sur un revenu d'activité par tête qui est sorti de nulle part et qui sera plus bas que l'inflation. Le débat a été utile et ils ont préféré passer en force. Je pense qu'ils le paieront cher, à commencer par les élections municipales. J'espère que les citoyens répondront par une forme de 49.3 citoyen qui demande à toutes les listes qui se présentent soutiennent-ils la réforme des retraites et l'utilisation du 49.3. Mais au-delà, je crois qu'il faudra s'interroger sur les institutions démocratiques de notre 5e République qui manifestement sont à bout de souffle. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé, je cite, un 49.3 sournois au débeauté entre deux coronavirus. Est-ce que c'est une manière de dire, est-ce que vous pensez que la gestion de crise du gouvernement est orientée pour effacer les retraites du débat public ? En tout cas, il y avait une vraie interrogation à avoir au moment où le 49.3 a été dégainé, puisque pour dégainer le 49.3, il faut une décision au Conseil des ministres qui a été faite samedi, dont l'ordre du jour de ce Conseil des ministres portait uniquement sur le coronavirus. Donc en tant que député de l'Assemblée nationale, il n'y avait aucune raison de penser que le 49.3 allait être dégainé ce jour-là. Donc c'est vrai qu'il y avait de quoi s'interroger et je trouve ça un peu cynique de la part du gouvernement d'utiliser une situation sanitaire pour résoudre et rendre ses comptes d'un point de vue politique. Je pense qu'on fait partie de ceux qui n'ont pas voulu polémiquer sur le coronavirus, qui soutiennent les autorités sanitaires, contrairement à ce qu'a pu faire l'extrême droite de manière scandaleuse. Par contre, il faut faire la part des choses. Justement, est-ce que c'est pas un peu irresponsable quelque part de voter des motions de défiance en pleine crise comme ça, avec le risque d'un gouvernement qui explose ? De nouveau, il ne tient qu'au gouvernement de poursuivre les débats. C'est pas nous qui avons fait le choix de mettre un terme au débat. Il faut bien se rendre compte de quoi on parle. On parle d'une réforme qui porte sur 300 milliards d'euros, un quart de notre vie, sur notre futur. Alors eux disent que le débat n'est pas terminé, puisqu'effectivement le parcours législatif va se poursuivre. Oui, il va se poursuivre, mais l'essentiel, c'est-à-dire l'examen en première lecture par les représentants de la nation, est terminé. Et donc ça veut dire y mettre fin. Et d'ailleurs, dans les explications absurdes qui ont été données, celle de Gilles Legendre, président de la République En Marche à l'Assemblée nationale, qui a dit vous comprenez, on en a trop débattu. Attendez, celui qui veut nous faire travailler jusqu'à 67 ans trouve qu'on a trop débattu alors qu'il y a uniquement 117 heures qui ont été consacrées, à peu près 9 heures par jour à ce débat, et ce qui est moins que la précédente réforme des retraites en 2003 par exemple, et que d'autres réformes qui sont majeures pour notre futur. On voit bien qu'en réalité ils avaient peur du débat et qu'à la fin ils se retrouvent seuls contre la majorité de la population, contre les syndicats, et à la fin même contre leur majorité, ce qu'Édouard Philippe le disait lui-même, un 49.3 ça sert à museler sa propre majorité. Demain, c'est la journée des droits des femmes. C'est difficile d'être une femme politique ? Oui, c'est extrêmement difficile d'être une femme politique. Je vais être honnête avec vous, même plus difficile que ce que je ne le pensais. Moi, j'ai découvert la politique il y a 1 an. Alors, je cumule le handicap aussi d'être une jeune femme qui vient du secteur associatif. Donc, on vous rappelle régulièrement que vous n'avez pas votre place ici. Moi, je suis présidente de groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen. On me le rappelle aussi régulièrement en commission des affaires économiques et monétaires. Quand on s'est battu pour la parité dans les instances économiques, un député de droite nous avait répondu, vous comprenez, on trouve pas de femmes compétente pour ce poste sur 300 millions d'Européens en France. 300 millions d'Européens, j'ai du mal à imaginer qu'on trouve pas de femmes compétentes. Donc ces procès en incompétence, en illégitimité sont permanents et on le retrouve à tous les niveaux. On va avoir les élections municipales, on a seulement 17% de femmes maires en France. Donc je veux le dire à toutes les femmes qui nous regardent, vous êtes légitimes pour faire de la politique, à nous de reprendre le pouvoir. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir été notre invitée ce matin.